tout le monde et bienvenue pour cette deuxième vidéo de biostatistique. Enchanté, moi c'est Lucas, donc je suis un vieux chef biostatistique, très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est quoi le programme? On va voir ensemble les erreurs alpha, bêta et gamma. C'est généralement quelque chose qui vous effraie un petit peu, mais vous allez voir, ça va être super simple. Donc on va commencer par l'erreur alpha, on fera la bêta et pour terminer, on fera la gamma avec des exercices d'application. Bien, donc nous allons commencer par la première erreur qui s'appelle l'erreur alpha. L'erreur alpha ou risque alpha, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de rejeter H0 alors qu'elle est vraie dans notre population. C'est la probabilité en fait de détecter sur l'échantillon une différence qui n'existe pas dans la population. Ça revient aussi finalement à accepter H1 à tort. Donc en fait c'est une erreur qui est fixe et qui est prévisible. Elle sera très généralement donnée dans les énoncés, donc c'est soit 1, soit 5% très généralement. Donc pas de panique, ce sera toujours donné dans les énoncés des questions. Graphiquement, qu'est-ce que ça représente? C'est tout simplement l'air sous la courbe de notre vraie distribution dans les deux régions de rejet de H0. Alors si on zoome un petit peu sur ce graphique, vous allez pouvoir voir que c'est 2,5% ici et 2,5% là. Quand on additionne les deux, ça donne bien 5% tel qu'il est dans la majorité des cas. Comment ça s'explique? Quand vous calculez généralement le seuil pour une loi normale, vous faites toujours un petit z alpha divisé par 2, donc ce petit divisé par 2 provient bien du fait que c'est 2,5 là et 2,5 ici. Bien, du coup on va attaquer la deuxième erreur qui est l'erreur bêta. L'erreur bêta, elle est très importante puisqu'elle joue un rôle très prépondérant dans les tests statistiques. Donc c'est finalement la probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Donc en fait c'est la probabilité de ne pas détecter sur l'échantillon une différence qui existe pourtant dans la population. En fait, elle va traduire cette erreur un manque de puissance. Et la puissance c'est quoi? C'est la probabilité de justement détecter une différence qui existe bien dans la population. Donc petit calcul simple, la puissance c'est 1 moins bêta. Donc quand vous aurez l'erreur bêta, vous pourrez calculer la puissance. Pour la petite anecdote, une puissance c'est généralement 80% pour que ça soit jugé acceptable. Il existe un moyen d'augmenter la puissance, c'est notamment d'augmenter le nombre de sujets pour avoir une étude plus représentative avec des meilleurs tests statistiques. Pour vous rappeler que la puissance c'est 1 moins bêta, tout simplement rappelez-vous que quand on enlève un bêta de sa vie, on se sent plus puissant. Donc graphiquement, qu'est-ce que c'est l'erreur bêta? C'est l'air sous la courbe de H1 comprise dans la région de non-rejet de H0. Donc comme vous voyez, on a ici notre courbe H1. On va essayer de trouver la zone de non-rejet de H0, donc via un intervalle de fluctuation, donc que vous voyez là, non-rejet de H0, et on va prendre l'air sous cette courbe de H1 dans la région de non-rejet de H0. Donc maintenant, on va s'attarder à calculer cette fameuse erreur bêta. C'est souvent un petit calcul un petit peu obscur, mais ne vous inquiétez pas, en fait, c'est comme une recette de cuisine, il faut toujours faire la même chose, et vous allez voir qu'à la fin, ça va être super simple. Donc voici la méthode de calcul. Donc première partie, on va dresser l'intervalle de fluctuation à 95% de M sous H0 pour définir la région de non-rejet de H0. Donc finalement, c'est juste un simple calcul d'intervalle avec la valeur moyenne sous H0. Une fois qu'on aura ça, donc on aura un intervalle de fluctuation. Et pour calculer l'erreur bêta, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est calculer la probabilité que M soit comprise dans cet intervalle. Et en fait, vous l'aurez compris, c'est juste un simple calcul de loi normale comme on a fait auparavant. Ok, donc maintenant on va se faire un petit exemple pour calculer cette erreur bêta. Donc nous, on va s'intéresser à une certaine substance qu'on va appeler X dans le corps humain. Et on sait que cette substance, dans la population des gens sains, ce taux, il est de 25 mg par litre en moyenne. Et nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est de savoir si chez les personnes malades, ce taux il fluctue, ce taux, est-ce qu'il est différent finalement chez les malades. Donc on va poser μm, le taux moyen chez les malades. Okay, on va maintenant tirer un échantillon aléatoire de 40 personnes malades et on va regarder si ce taux il est différent ou pas des personnes saines. Donc qu'est-ce qu'on observe? Dans cet échantillon de 40 malades, on observe que la moyenne de ce taux est de 26,5 mg par litre et l'écart type il est de 5,5 mg par litre. Donc c'est un test statistique, donc on va poser des hypothèses. Donc la première hypothèse qui est l'hypothèse nulle, on va se demander finalement on va supposer plutôt que en fait chez les malades, ce taux il est exactement égal en moyenne au taux chez les personnes saines. En fait, la maladie n'influence pas ce taux dans le corps humain. En revanche, pour H1 hypothèse alternative, on va faire l'hypothèse qu'en fait ce taux il est différent chez les malades. Donc c'est ce qu'on dit quand on dit que μm, donc la moyenne chez les personnes malades, est différente de 25, qui est le taux chez les personnes saines. Donc je vous passe le test statistique et on va admettre directement que la différence, elle est non significative, donc on ne rejette pas H0. Ça veut dire qu'en fait, on ne trouve pas forcément de différence entre le taux moyen chez les malades et le taux moyen
chez les personnes saines. Ok, sauf qu'en réalité, nous, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, la moyenne du taux chez nos malades, elle est de 26,4 mg par litre. Donc c'est bien différent de ce qu'on avait avant. Donc en fait, ça correspond bien à une erreur bêta. Donc on va refaire deux hypothèses. Donc H0, on va encore faire l'hypothèse que ce taux il est égal à 25. Donc ça veut dire que ce taux est égal finalement entre les malades et les personnes saines. Et cette fois-ci, on va dire qu'en fait, le taux chez les malades, il est égal à 26,4. Et c'est à partir de ce moment-là où on va dérouler notre petite recette de cuisine. On va dresser notre intervalle de fluctuation à 95% de notre moyenne M sous H0. Donc sous H0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour calculer notre intervalle de fluctuation, on va prendre 25. Donc c'est ce que j'ai fait là. 25 plus ou moins 87, puisque nous sommes à 5%, fois 5,5 divisé par racine de 40. Et ça nous donne comme intervalle 23,3, 26,7. Et en fait, maintenant, l'erreur bêta, qui correspond à ça, c'est en fait de calculer la probabilité d'avoir M dans ce fameux intervalle. Donc ça correspond à calculer P de M compris entre 23,3 et 26,7. Vous l'avez compris, c'est un calcul de loi normale, donc on va devoir le centrer et le réduire, mais cette fois-ci sous H1. Comme vous le voyez, quand j'ai réduit, j'ai bien mis 26,4 qui correspond bien à l'hypothèse alternative H1. Donc on centre et on réduit, donc on obtient ce résultat-là, et pour faire ce résultat-là, je vous renvoie à la première vidéo de biostatistique, et on obtient 0,63. Une petite anecdote, pour calculer la puissance, on fait 1 moins bêta et on obtient 0,37, soit 37%. Donc on peut dire que ce test finalement n'est pas très fiable, mais c'est pas grave, c'est un exercice. Qu'est-ce que c'est l'erreur gamma? C'est tout simplement la probabilité de rejeter H0 dans le mauvais sens. Donc finalement, l'erreur gamma, c'est la probabilité de détecter sur l'échantillon une différence qui existe bien dans la population, mais dans le sens opposé à celui qu'on va observer sur notre échantillon. Alors il faut savoir que l'erreur gamma, il faut savoir la calculer, mais c'est une erreur qui est très faible. On dit même qu'elle est négligeable. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous prenez un groupe de personnes hypertendues qui font de la tension artérielle et que vous leur donnez un traitement antihypertenseur, c'est quoi la probabilité finalement que ce traitement augmente la tension artérielle? Ce serait un petit peu contradictoire, étant donné que le but de ce traitement, c'est de faire baisser la tension artérielle. Donc vous voyez, en fait, il y a une erreur de sens à préciser avec l'erreur gamma, et on va apprendre à faire ça tout à l'heure. Donc graphiquement, qu'est-ce que c'est l'erreur gamma? C'est tout simplement l'air sous la courbe de H1 dans la région de rejet de H0. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est toute la petite partie qui est là. C'est pas beaucoup parce que si on regarde notre courbe, vous voyez qu'elle tend très vite vers 0, mais qu'en fait, l'espace sous la courbe de H1 dans cette région de H0, elle est très faible. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est très faible et qu'elle est négligeable. Bien, alors maintenant, comment est-ce qu'on va calculer cette erreur gamma? Vous allez voir que comme pour l'erreur bêta, en fait, il y a toute une recette de cuisine à suivre. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir que finalement, en déroulant toutes les étapes, ça va se faire du feu de Dieu. Donc, tout d'abord, on va dresser l'intervalle de fluctuation à 95%, très généralement, de M sous H0. Alors, sous H0, c'est très important, pour définir les régions de rejet de H0. Ensuite, c'est la partie un petit peu plus compliquée, parce qu'il va y avoir une notion d'interprétation. Il va falloir identifier le sens dans lequel la conclusion est erronée. Alors, il va y avoir deux cas possibles. Soit on va trouver que notre M est inférieur à notre borne inférieure calculée précédemment, ou soit notre M il va être supérieur à notre borne supérieure. Pour terminer, on va devoir calculer la probabilité associée, donc avec la loi normale, mais cette fois-ci sous H1. C'est bien ça qui est important. Au début, on travaille sous H0 et ensuite on travaille sous H1. Bien, donc maintenant on va faire un exemple pour calculer une erreur gamma. Donc petit exemple, on va s'intéresser ici à savoir si une certaine maladie métabolique elle va influencer ou non l'IMC de nos malades, l'IMC qui est l'indice de masse corporelle. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Dans la population générale, chez les personnes saines, l'IMC moyen, il est de 22,5 kg par m². Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire dorénavant? On va poser μm, cette fois-ci la moyenne de l'IMC chez les personnes qui présentent cette fameuse maladie métabolique. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on va tirer un échantillon aléatoire de 50 malades et on va regarder en fait que dans cet échantillon de malades, la moyenne de l'IMC, elle est de 21,4 kg par m². On va aussi voir que l'écart type qui est noté SM, il fait 3,54 kg par m². Le but du test statistique, ça va donc de montrer ou non si cette maladie métabolique, elle influence l'IMC ou non. Donc on va commencer par poser H0. On va supposer en fait que les malades, en fait, ils ont un IMC qui est plus ou moins égal à celui des personnes saines, sous-entendu que la maladie n'influence pas notre IMC.
En revanche, H1, donc l'hypothèse alternative, elle va nous confier qu'en fait, effectivement, cette maladie métabolique, elle va entraîner une différence d'IMC chez nos malades. Je vous passe tout le test statistique, on aura l'occasion de revoir ça dans d'autres vidéos, et on va admettre directement que la différence, elle est significative. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que M, c'est 21,4, donc c'est inférieur à 22,5. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'effectivement, cette maladie métabolique, elle entraîne un IMC plus faible chez nos malades. Cependant, on va observer quelque chose. On va observer que la moyenne chez les malades, elle est finalement de 23,5 kg par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on avait dit qu'en fait, tout à l'heure, c'était inférieur à 22,5, et là, pourtant, 23,5, c'est bien supérieur à 22,5. Donc, quelque part, il y a eu une erreur de sens dans notre interprétation du test statistique. Donc, c'est bien une erreur gamma. On a effectivement montré qu'il y a une différence, mais dans le mauvais sens. En vérité, l'IMC de ce qu'on voit là est plus élevé chez les personnes présentant cette maladie métabolique. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir calculer notre erreur gamma. Donc, on va poser deux hypothèses qui sont plus ou moins les mêmes, à une différence près. L'hypothèse H0, donc c'est exactement la même. On va dire qu'en fait, l'IMC il est égal à 22,5 kg par mètre carré en moyenne. Et cette fois-ci, H1, on va pouvoir dire que la moyenne, elle est égale à 23,5 kg par mètre carré. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une recette de cuisine. Donc on va commencer par faire l'intervalle de fluctuation de M, et cette fois-ci sous H0. Donc vous voyez, intervalle de fluctuation, donc mu M sous H0, plus ou moins 1,96 puisque nous sommes à 5%, Sm divisé par racine de M. Donc vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, comme c'est un intervalle de fluctuation, on est censé utiliser des lettres grecques. Pourtant, j'ai utilisé l'écart type Sm. Ça vient du fait que le théorème central limite, on peut l'approximer par Sm dans des cas très spécifiques comme celui-ci. Si on applique numériquement, ça nous donne 22,5 plus ou moins 96 fois 3,54 divisé par racine de 50, et on obtient 21,5 et 23,5 pour notre intervalle de fluctuation. Donc maintenant, la question qu'on va devoir se poser, c'est la question du sens. C'est la question un petit peu compliquée pour calculer une erreur gamma, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Nous, on a dit tout à l'heure qu'en fait, la moyenne, elle est égale à 23,5, ce qui est bien supérieur à 22,5. Donc finalement, on se trompe si on fait l'inverse, donc si c'est pas supérieur, c'est inférieur. Donc on mettra bien un inférieur, et donc on a dit que c'était soit inférieur à la borne inférieure, ou soit supérieur à la borne supérieure. Donc nous, on va pouvoir dire que c'est donc M inférieur à 21,5 qui est bien la borne inférieure que nous avons calculée juste avant. Donc finalement, pour calculer l'erreur gamma, pour terminer, il va falloir calculer l'erreur associée. Donc il suffit de calculer la probabilité d'avoir M inférieur à 21,5. Bon, alors on fait ça sous la loi normale, mais cette fois-ci on va la faire sous H1, comparé l'intervalle de fluctuation que nous avons fait sous H0. Donc on va centrer et réduire, donc je vous renvoie sur la vidéo 1 pour faire ça. Donc ça va faire 21,5 moins 23,5 parce que c'est bien notre hypothèse H1, divisé par 3,54 divisé par racine de 50. On obtient une probabilité P de Z inférieure à moins 4. Et avec un petit peu de changement, comme vous l'avez vu dans la vidéo 1, on va trouver que gamma est compris entre 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 5. Donc c'est une erreur qui est très faible, mais c'est tout à fait normal. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ce compte. J'espère que cette petite vidéo sur les erreurs vous aura plu et que dorénavant, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous souhaite bon courage pour les partiels. À la prochaine!